Alors, pour moi, ben, un formateur, logiquement, il s'occupe des jeunes un peu en rupture scolaire pour essayer de les remettre un peu dans, comment dire, dans une perspective de travail plus tard. C'était la manière dont je voyais quand j'étais gamine, que j'habitais dans les locaux de l'atelier de Préfôt. Maintenant, j'en sais rien parce que j'ai l'impression que c'est un lycée ici. Donc, quand tu rentres, ça n'a plus rien à voir, oui. Oui, j'habitais dans l'endroit où ont été installés les bureaux après. La petite La maison. petite maison toute pourrie. En fait, quand je suis arrivé à Plouay Junior, quand j'étais gamine, j'avais 20 ans, j'étais en rupture familiale. Et donc, Monsieur Doge, il m'a logé là. Voilà, voilà, je suis parti des jeunes paumés. Et donc, j'habitais là pendant le temps de trouver un logement, en fait. Pendant un an et demi, ouais, un an et demi, je crois bien. Voilà, voilà. Et donc, je voyais fonctionner l'atelier de Préfôt à côté, puisqu'il était déjà installé. Et donc, ça n'a plus rien à voir avec l'atelier de Préfôt dans lequel je rentre pour la première fois aujourd'hui. C'est vrai que c'est peut-être ça aussi, c'est qu'on n'a plus tous ces possibilités de faire de l'informel qu'on faisait plus avant. Maintenant, tout est super cadré, tout est rentabilité absolue, donc du coup, on n'a plus le temps de perdre son temps à écouter les autres non plus. Dans notre relation de travail, nous, un bon nombre de fois, c'est ce qu'on se dit. On se dit, ça tient pas debout. Si on travaille pas avec la famille, ça tient pas debout. Formation, culture, prévention, mais aussi, dans mes souvenirs plus lointains, foyer de culture populaire. Donc le FCP, pour moi, c'est le regroupement essentiellement du club de prévention et de l'organisme de formation Atelier de Préfôt. Et plus globalement, je ne sais pas si c'est le moment de disserter, mais enfin, le FCP, pour moi, c'est l'illustration du concept du travail social. Une prise en charge globale des usagers, jeunes et adultes, en tout cas en ce qui concerne la collaboration avec notre organisme, et une individualisation des traitements en fonction des difficultés et des besoins repérés chez les personnes. Je pense qu'il y a un cadre de référence auquel le FCP ne se soustrait pas, c'est-à-dire vous avez des commandes de financeurs, que ce soit le département sur le volet prévention, que ce soit la région sur le volet formation, mais je crois que dans ce cadre-là, il y a une capacité à développer des projets et des actions, tout en faisant participer les usagers, ils ne sont pas simplement consommateurs des actions de formation qui sont proposées, et c'est ce qui permet d'envisager, ou en tout cas de continuer à réfléchir avec cet organisme, donc depuis, en ce qui me concerne maintenant, 27 ans, sur toujours des plus-values, toujours des choses nouvelles, un regard un peu nouveau et des façons de faire qui sont différentes. Et malgré l'équipe pluridisciplinaire, qui est de fait un atout conséquent au sein de la structure, il y a cette volonté de continuer à travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux. On a trouvé, on bosse régulièrement avec d'autres organisations qui ont eux-mêmes des équipes pluridisciplinaires, mais qui parfois, du coup, se retrouvent un petit peu repliées sur elles-mêmes. Moi, j'ai toujours senti au niveau de l'atelier la volonté de travailler avec les autres. Il y a une vraie proximité, un ancrage sur le territoire et un vrai désir de poursuivre les relations avec l'ensemble des acteurs. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais j'ai le sentiment d'en faire un peu partie du FCP. Moi. Je ne suis ni salarié du FCP, ni administrateur du FCP, mais nous avons de telles collaborations depuis maintenant de longues années que j'ai le sentiment, peut-être ça me fait du bien, ça me fait plaisir, mais de faire partie du FCP. Et donc du coup, à travers la collaboration régulière qu'on a avec les collègues, on a le sentiment de pouvoir agir et bouger avec vous sur des nouvelles actions, des nouvelles choses, des façons différentes de pratiquer avec les usagers. Et donc moi, c'est pas si j'en faisais partie, parce que j'ai le sentiment de pouvoir faire part de mes propositions, éventuellement de nouvelles idées à travailler avec les collègues. Donc pour moi, je suis déjà un peu dedans. Et on s'était rendu compte que dans les
capacité d'intervention des conseillers de la mission locale chez nous, il nous manquait une étape entre les actions de préformation mises en œuvre par l'atelier et les étapes de diagnostic qui étaient formalisées par nos conseillers, qui manquaient, y compris pour s'engager sur une étape de préqualification. Il nous manquait encore un petit quelque chose qu'on devait travailler ensemble. Et c'est l'époque où on n'avait pas encore pris l'habitude dans les missions locales de trop travailler sur le domaine, le volet collectif. On était quand même beaucoup plus sur l'intervention individuelle. Et donc, avant d'aller chercher des collaborations possibles avec moult organismes, on avait pris un petit temps à deux avec Lionel pour travailler tous azimuts sur ce que pourrait être ce qu'on avait appelé à l'époque, oui, c'était un peu prémonitoire quand même, les ateliers d'orientation. Et du coup, on s'était retrouvé à deux bloqués, je ne sais pas si Lionel va se rappeler de ça, mais on s'était retrouvé à deux bloqués dans une pièce à Lille, et on s'était dit qu'on ne sortirait que lorsqu'on aurait eu capacité à rendre clair, au moins pour nous, toutes les notes qu'on prenait dans l'après-midi. Alors en fait, comme on est un peu pareil avec Lionel, c'est un tchatcheur, moi aussi, on avait plus de facilité à dire, essayer d'exprimer les choses que les écrire. Et on s'est rendu compte du coup à ce moment-là que, y compris dans nos propres pratiques, et donc dans la relation avec nos propres équipes, on avait intérêt à prendre chacun un petit peu de recul entre ce qu'on pouvait être amené à dire à un moment et ce qu'on pouvait formaliser auprès des équipes. Je vous raconte l'anecdote parce qu'elle nous a, enfin Lionel, je ne sais plus, il faut avoir avec lui, mais en tout cas moi, il était utile pour après, parce qu'on était ensemble, donc toute l'après-midi, pour travailler sur un projet qu'on voulait être le plus pédagogique possible, d'actions nouvelles à mettre en place pour les publics jeunes, et on s'est retrouvé en fait dans un exercice où en même temps cette réflexion, elle nous a permis à nous de réfléchir et de travailler sur notre propre management avec nos propres équipes. Je m'en souviens puisque je l'ai gardé en tête et régulièrement chaque année, je reviens un petit peu sur cet exercice en me disant est-ce que ce que je raconte là est suffisamment clair? Est-ce que c'est partagé? Est-ce qu'on a su prendre en compte, écouter l'expression des autres collaborateurs avant de pouvoir définir quelle était la nouvelle règle à appliquer? Ouais, je m'en sers régulièrement comme approche dans mon travail avec les équipes. La solidarité dans notre métier, en tout cas dans l'action sociale au sens large, elle est peut-être plus fragmentée qu'avant. J'ai le sentiment qu'il y a 15, 20, 25, enfin 30 ans, on avait une possibilité à agir de façon plus réactive et sans trop de contraintes. Aujourd'hui, développer des actions solidaires, ça s'inscrit aussi dans des pratiques qu'on pourrait quasi mettre dans des cases, et que parfois, de trouver la bonne réponse, indépendamment de sa volonté ou de son temps perso, c'est plus difficile à mobiliser. Ben, on peut mener des actions qui sont solidaires sans que ça ne coûte un sou, si ce n'est l'énergie déployée par les uns et les autres. Et puis on est parfois sur une nécessité de trouver quelques moyens pécuniaires qui vont accompagner ce qu'on appelle l'action solidaire. Si on veut travailler en direction des jeunes sans domicile, enfin des jeunes ou des adultes sans domicile fixe, si on veut travailler en direction des migrants, si on veut travailler en direction de publics plus difficilement intégrables ou intégrés, les gens du voyage, les Roms, on a besoin, à un moment, de pouvoir trouver une traduction dans des effets matériels. Ça ne peut pas être que de l'action et du réconfort purement moral. Et ce qu'on avait la capacité à mobiliser là, il y a quelques années, en réponse plus globale, c'est aujourd'hui plus saucissonné. Et avec davantage d'interlocuteurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, indépendamment de l'État, on peut se retourner pour moult thématiques sur quasi plusieurs collectivités territoriales. Le département, la région, la MEL, la commune. On est sur un champ comme ça très, très ouvert en principe d'intervention, même si on voit bien qu'avec la loi NOTRe, c'est en train de se réguler. C'est finalement pas plus simple pour nous autres, en tout cas acteurs locaux, de devoir mobiliser plusieurs interlocuteurs pour arriver à trouver le nécessaire pour apporter la réponse.
peut-être qu'un interlocuteur en charge d'une thématique, ça simplifie parfois un peu la donne. Ouais, il y en a plusieurs quand même, hein. Souvenirs, pas anecdote, mais souvenirs. J'ai eu la chance de travailler avec des techniciens de faits différents, depuis entre 90 et maintenant. J'ai aussi eu la chance de connaître des administrateurs différents. Et je me souviens, puisque là on parle de souvenirs, c'est pas une anecdote, mais je me souviens que pour avoir travaillé avec une de vos présidentes à l'époque, ou une de plus ancienne, au sens expérience, déjà à l'époque de rigueur dans la gestion qu'elle avait au niveau de l'association et enfin de rigueur ou d'exigence entre guillemets qu'elle pouvait avoir dans ses relations, y compris avec des structures qui la finançaient. Et ce n'est pas un reproche quand je dis ça. C'est que je pense qu'une exigence, en tout cas administrative et financière, il doit y avoir de la souplesse dans les organisations pour permettre à tout un chacun de s'exprimer, d'apporter des idées, mais il est nécessaire que nos organisations elles soient basées sur une rigueur financière et administrative. Et j'ai souvenir de mes premières années de collaboration avec l'atelier, d'une volonté exprimée par les administrateurs, alors qu'on c'était un club de prévention, un centre de formation, on pourrait se dire tout ça c'est plus souple et tout, mais non, d'une réelle volonté à l'interne de la structure que les choses d'un point de vue administratif et financier soient bien calées. Cette organisation, je crois qu'elle s'est jamais démentie. C'est-à-dire quels que soient les techniciens en charge de la direction de la structure ou les administrateurs, je pense qu'il y a toujours eu une volonté que cette rigueur, elle puisse s'exercer. C'est le cadre qui permet après de développer les activités, y compris d'aller y mettre un zeste d'innovation, d'expérimentation, parce qu'on est au moins carré sur le socle de compétences. Le souvenir que je garde de l'atelier de Préfaux, qui ne s'est pas démenti depuis, mais c'est un petit peu cette volonté de s'asseoir sur une organisation administrative et financière qui soit vraiment bien pesée, cohérente. Ben, le luxe, il était lié au fait que vous aviez à la fois l'agrément d'organismes de formation et de clubs de prêve. Et vous bénéficiez à la fois des financements du département sur la prévention et à la fois des autres financeurs, notamment de la région, sur le volet formation. Et c'est bien parce que vous pouviez être sur des binômes. Il y a régulièrement des actions qui en fait ont été choisies comme étant développées par l'atelier de Préfaux, à l'époque, lorsqu'on réfléchissait entre missions locales ou avec les financeurs, et qu'on se demandait qui serait en capacité d'intervenir sur telle et telle action, lorsqu'on était sur des choses qui se voulaient un peu plus proactives, dynamiques, etc., et régulièrement, la proposition du club de prêve, du club de prêve et du centre de formation atelier de Préfaux se faisait parce qu'on avait la certitude qu'on pourrait y voir au sein des actions à la fois les interventions de l'éducateur et du formateur. C'est de fait de la plus-value. Ça l'a toujours été et je crois que ça continue à l'être aujourd'hui. Si vous arrivez à conserver des gens plus expérimentés qui vont venir encadrer, etc., les plus jeunes, c'est de la richesse. Après, sur les parcours, nos organisations à nous, elles ont évolué là-dessus aussi. On était sur des parcours quand même un peu spécifiques là, de conseillers en insertion. On a bien vu que en faisant venir des gens, y compris du monde de l'entreprise, avec toute la méfiance qu'il y avait au démarrage, etc., c'est aujourd'hui de la plus-value et de la richesse dans nos organisations. Il nous faut des parcours qui ne soient pas tous exactement les mêmes. Il nous faut des profils de gens qui ont entre 25 et 30 ans et qui amènent une pêche d'enfer et découvrent le boulot où ils en veulent, avec des gens plus expérimentés qui peuvent aussi à un moment donné resituer l'action, ses propres limites, etc., pour qu'on évite aussi pas de se décourager, mais pas non plus de s'enthousiasmer trop vite à la première réussite. Il faut que ça soit moteur. Mais il y a quand même suffisamment de pièges dans nos métiers pour que ça vaille le coup à un moment de pouvoir avoir des gens qui tutorent, entre guillemets. Le FCP dans 60 ans, je me pose la question, pas que pour le FCP, moi je me pose la question pour un peu tout. 60 ans, donc 60 ans concrètement, je ne participerai pas au constat de ce que je vous aurais dit aujourd'hui, savoir si c'est valable, pas valable, tout ça, parce que je ne serai plus là depuis belle lurette. Alors, je ne sais pas si...
Je ne sais pas si, mais je ne suis pas à 60 ans, hein, j'aimerais déjà savoir d'ici 10-15 ans comment les choses, dans notre milieu à nous, vont évoluer. Oui, on annonce des réformes de la formation professionnelle quasiment tous les ans, tous les 2 ans. On constate qu'il y a chaque année des centaines de milliers de personnes en France et des dizaines de milliers dans notre région pour lesquelles il serait nécessaire de pouvoir poursuivre des actions de formation. Je me demande quand même si, indépendamment de poursuivre des actions un petit peu sur les socles de compétences, comme fait aujourd'hui l'organisme, s'il n'y a pas matière à se rapprocher davantage des entreprises pour travailler sur le volet formation des gens qui sont salariés dans les entreprises. C'est-à-dire, je pense que demain, un organisme, il doit avoir la capacité à pouvoir varier ses interventions, de travailler sur de la commande publique pour une région, un département, pour les allocataires du RSA, ça n'a pas de souci. Mais je pense aussi que pour assurer, enfin ça a deux aspects, ça. D'abord, il y a l'assurance et l'équilibre financier qui va pouvoir sauvegarder, enfin il va falloir essayer de sauvegarder dans les mois et les années à venir, et que peut-être les financements publics ne seront pas suffisants pour développer l'activité telle qu'elle est envisagée au sein d'un organisme comme le vôtre, et que d'autre part, le rapprochement avec l'entreprise, il est nécessaire aussi pour bien comprendre l'évolution des métiers et l'organisation au sein d'une l'organisation en termes de travail au sein d'une entreprise. Les métiers vont évoluer de plus en plus vite. Bien sûr que demain, les jeunes n'auront quasiment aucun d'entre eux un seul métier tout au long de sa vie. Il va en exercer plusieurs. Plus les centres de formation se rapprocheront des entreprises et plus elles arriveront à connaître et à maîtriser les métiers, et plus elles arriveront à rendre les formations adaptées aux besoins à la fois des entreprises et à la fois des usagers. Donc je pense que ça va être un... Enfin, l'atelier le fait par ailleurs, hein, puisqu'il y a déjà dans les actions qui sont menées par l'atelier de Préfaux une relation régulière avec les entreprises. Je ne sais pas ce que ça peut représenter en termes de volumétrie publique sur des gens qu'elles formeraient pendant qu'ils sont salariés de boîte, je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'ailleurs qui soient salariés d'une entreprise et qui soient en formation au sein de l'atelier. S'il y en a, je ne connais pas la volumétrie. Mais je pense que ça va être une pratique à développer. Pouvoir se rapprocher du monde de l'entreprise. Quand je dis l'entreprise, c'est l'entreprise privée, mais c'est bien évidemment aussi le monde de l'économie sociale et solidaire, où on a des centaines de personnes à former, quels que soient les domaines, et que l'atelier pourrait être un des acteurs du parcours de formation des salariés, notamment du domaine de l'économie sociale et solidaire. Mais pas que. Je pense qu'il ne faut pas se donner de limites et qu'il doit y avoir des interventions possibles sur tous les champs. Pour moi, les formateurs et l'éducateur, c'est un salarié du FCP. Pour moi, le salarié du FCP, la mission de n'importe quel éducateur formateur, c'est d'accompagner les publics pour lesquels on est missionnaire. Sachant que pour moi, notre mission, c'est faire, entre guillemets, grandir les gens qu'on accompagne. Et pour moi, grandir, ça veut dire rendre les gens plus autonomes. Pour résumer, c'est ce que je dirais de la mission du formateur et de l'éduc. Ensuite, avec des approches et des moyens différents, le formateur plutôt dans un collectif. Donc nous, on a plutôt, même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais l'histoire de l'atelier, c'est aussi des gens qu'on met dans un collectif. Donc on voit aussi individuellement, mais aussi collectivement, comment les gens ils évoluent les uns avec les autres. Mais c'est pareil, l'idée c'est toujours de partir de la personne, voir un peu ses potentiels, ses capacités, et lui proposer les moyens de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer en fonction des projets qu'elle met en place. Voilà, notre rôle c'est vraiment d'accompagner, de guider, c'est un petit peu un guide, un guide. Voilà, et pour moi c'est un peu même si aujourd'hui il y a une certaine évolution dans le métier de formateur, on était plutôt sur... de façon un petit peu historique sur les personnes en situation d'illettrisme. Donc toujours la volonté du FCP, du conseil d'administration, mais aussi du personnel de l'atelier de se dire on est au service des personnes qui sont les plus en difficulté, enfin pas les plus, mais en difficulté en tout cas. Et du coup, au niveau de la formation, c'était plutôt les accompagner à
Notre travail, c'était de les aider à réfléchir sur ce qu'ils voulaient faire de leur vie, que ce soit leur vie, projet perso ou professionnel. Voilà, leur donner les moyens, les petites astuces pour les accompagner, les guider. Et pour moi, l'éducateur, c'est le même travail, sauf que c'est fait plutôt dans un autre contexte, où c'est plutôt en individuel, même si au niveau du FCP, il y a aussi des actions collectives qui sont développées, peut-être un peu moins aujourd'hui qu'hier, c'est une impression peut-être, avec toujours cette idée qu'on est au service d'une population et que notre mission, c'est vraiment de les accompagner là où ils sont et les accompagner sur là où ils veulent aller. Si je dois résumer un peu le boulot de l'éduc et le boulot de formateur, c'est un peu ce que je dirais, quoi. Ça veut dire qu'on est venu nous chercher, parce qu'à l'époque, on était encore dans l'ère où il y avait encore un peu de fric et que du coup, il y avait encore des projets qui étaient possibles de monter. On a été sollicité, par exemple, par des foyers en nous disant on a des jeunes qui sont chez nous, qui sont dans les foyers, on a l'impression qu'on est plutôt un hôtel parce qu'entre le moment où ils dorment, le moment de la journée, il ne se passe rien pour eux, leur situation personnelle n'évolue pas. Donc en gros, est-ce que vous êtes en capacité d'apporter une réponse? Donc on avait monté un dispositif, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on avait fait sur 5 foyers de l'île, donc on se baladait de foyer en foyer avec un travail autour du projet, redonner aux jeunes l'envie de se mobiliser, même si qui existait déjà, hein, c'est pas nous qui avons créé le besoin, enfin, l'envie chez les jeunes, ils avaient ce besoin, sauf qu'il ne se passait rien. Du coup, voilà, remettre un petit peu les jeunes en route. C'était auparavant, on a été interpellé pour les gens du voyage. On est nous cherchant en disant vous faites des actions de lutte contre l'illettrisme, vous êtes en capacité de vous adresser à un public qui est vraiment en situation d'illettrisme. Est-ce que ça vous intéresse de vous intéresser aux gens du voyage? On avait dit ok, bingo, on a fait un module expérimental, on les accueille une journée par semaine, on est allé voir sur les caravanes, comment ils vivaient, c'est quoi leur culture, c'est quoi leur histoire. Et ce qui a donné lieu après à des modules de formation, d'ailleurs qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, ça c'était fin des années 90. Là, je ne vais pas tous les dérouler, mais c'est pareil pour les centres de prison, c'est pareil pour un certain nombre pour les TJ, bref, je passe les trucs, mais effectivement c'était un moment où il y avait encore des financements. Moi, je me rappelle avoir déjà eu des coups de fil de financeurs qui me disaient voilà, il me reste un fonds de tiroir de 400 000 euros, est-ce que tu as un projet à nous proposer? 400 000 francs, pas 400 000 euros, excusez-moi, je parle comme les. Ouais, moi même c'est pas en ancien franc, mais c'était voilà, et on était aussi en capacité de dire, par exemple, l'action MNO qu'on a montée en 2003. Moi, je me souviens de rendez-vous qu'on a eu à la région en disant on est de la prévention, on avait bossé avec les collègues de la prévention, on voulait monter une action spécifique pour la Prève, en disant à la région voilà, nous on a un public qui est repéré, qui est suivi par des éducs de prévention, pour lequel il serait intéressant de monter un dispositif d'accompagnement, projet, etc. Bingo, c'était. Aujourd'hui, on n'a plus la main. C'est un peu le souci, c'est qu'on n'a plus la main sur les projets. Et du coup, peut-être ce qui peut laisser voir un peu, mais pour nous aussi, on le déplore. Hein, moi, je le déplore aussi, ce que tu rapportes, Nico. On était autour d'une table, on mettait en place, je ne sais plus comment il s'appelait, mais les après-midi du délire, je ne sais pas quoi, où on délirait à la rentrée de septembre sur quel projet, on parlait des vendanges, on parlait de la montagne. Il y a plein de projets qui sont nés là. Effectivement, ce côté-là, il a un peu disparu, mais pas parce qu'on a voulu le faire disparaître. Il a disparu parce que la contrainte des projets, des conventions qu'on nous confie, permettent plus. Mais après, je mettrai un peu de bémol parce que je pense que l'enjeu de demain, pour moi, c'est celui-là. C'est-à-dire comment, malgré les contraintes qu'on nous impose aujourd'hui, comment on peut être encore innovant, comment on peut être original, comment on peut se distinguer aussi, apporter des réponses qui collent au public. Voilà. Et je pense qu'on peut le faire. Parce que je pense que ce qui fait une boîte, c'est aussi son histoire. Et que ce que moi je disais aux administrateurs, je disais à Louis, mais je disais aussi à Paul, je disais aussi à Denis, ce qu'on peut leur reprocher peut-être des trucs, ils sont peut-être critiquables sur certains aspects, après chacun a son avis. En tout cas, ce qui est clair, ce que je reconnais au conseil d'administration, c'est d'avoir toujours gardé le cap on est là au service d'un public en difficulté pour lequel il n'existe pas ou peu de réponses de droit commun. C'est toujours été, à un moment donné, on aurait pu se perdre. L'atelier préfet aurait pu se perdre. On aurait pu se perdre parce qu'on venait nous voir en disant vous devriez faire de la qualif, vous devriez faire de la formation d'entreprise, vous devriez. On est venu avec les compétences qu'on avait, on disait mais vous êtes capable de faire autre chose. Et le CA, mais nous on n'a peut-être pas la volonté aussi en tant que cadre. On aurait pu peut-être des fois se laisser tenter, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'ULCA était bien au clair. Et je remercie les historiques en disant non, vous n'irez pas là-dessus. Non, avec des positions comme ça, non, on ne veut pas que vous alliez là-dessus. Je pense que dans la vie d'une équipe, tu as des hauts et des bas. Il y a eu des moments à l'atelier qui ont été compliqués, mais j'ai plus de souvenirs plus de bons souvenirs que de périodes un peu compliquées. Et je me dis à chaque fois qu'on a
connu des périodes, pour plein de raisons, hein, qui ont été un peu compliquées. C'est le collectif qui a permis, et c'est pas, je dis pas que c'est le cas de cette chef de service, c'est le collectif qui a permis de surmonter, parce qu'on a réussi à se parler, parce qu'on a réussi à se dire des choses, et qu'on a rebondi. On a toujours réussi à rebondir un peu comme des chats, parce que je pense que au fond, la solidarité, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose pour chacun d'entre nous individuellement. Ce ne serait pas possible si on était chacun pour notre pomme. Je pense que tu peux faire autant de supervision, d'intervision que tu veux, autant de temps qui favorise un peu l'esprit d'équipe, ça serait artificiel. Et je pense que pour moi, à l'atelier, depuis le temps que j'y suis, c'est pas quelque chose qui est artificiel, c'est quelque chose qui transpire dans les murs, transpire dans chacun d'entre vous, et que on est tous des acteurs de la solidarité. Et je pense pour le coup, pour moi, et moi je m'en rends plus compte parce que je vis à l'atelier, je suis dedans depuis très longtemps, mais c'est souvent les gens qui sont extérieurs, quand ils arrivent à l'atelier, c'est eux qui me le renvoient. Des partenaires, même des gens qui ont des missions de passage à l'atelier. Voilà. Ça nous est arrivé aussi de prendre des personnes qui remplaçaient des gens et qui malheureusement n'ont pas pu renouveler. Et ils te le disent, mais ce qui est tout de suite frappant à l'atelier, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit du collectif, c'est la force du collectif. Même des financeurs qui m'ont déjà dit ça. Des anecdotes un peu marrantes, quoi, de personnes qui m'ont fait un peu rire, bien rire, mais auxquelles je pense des fois encore de temps en temps. Je me souviens qu'à un moment donné, on accueillait plutôt un public, c'était la période, dans les années 90, qui est plus vrai aujourd'hui. On avait plutôt sur l'île un public qui était plutôt toxicomane, à l'héroïne, etc. Et qu'on retrouvait dans les actions de formation, qu'on accompagnait à l'atelier. Et je me souviens d'une personne qu'on accompagnait qui avait 2 rendez-vous dans la même journée. Pas bien, malheureusement. Un à l'AFPA, par rapport à un positionnement sur l'entrée en formation qualifiante, en tout cas pour avoir des informations sur une formation qualifiante, et 2 chez le dentiste pour arracher une dent, rien à voir avec l'autre. Et en fait, il a percuté les 2, et t'arrives à l'AFPA en lui disant, voilà, je viens pour arracher la dent. Et quand... Mais véridique. Et quand il est revenu, il nous a tapé un scandale. Comment ça? Vous me prenez pour un con? Vous m'avez envoyé à la LAFPA pour arracher une dent? Je me dis que quand tu regardes l'offre de service du FCP, tu prends le logement, tu prends les équipes éducatives, tu prends 3R, tu prends l'atelier de préfou, tu prends le chantier permanent, tu te dis, l'association, les administrateurs, ils ont construit un dispositif avec plein de services qui correspondent toujours à des vrais besoins chez les jeunes. C'est pas, ils n'ont pas inventé des trucs qui servent à rien. Ça sert pour les jeunes. Je me dis que sur le papier, si tu prends une photo, c'est une Rolls Royce. C'est la Rolls Royce. Pour moi, hein, c'est une Rolls Royce. On a tout ce qu'il faut. Sauf que ce qui est un peu particulier, c'est il n'y a pas d'huile, quoi. Il n'y a pas de rouage entre les services. C'est chaque service qui est un peu... L'atelier, nous, on est un peu à l'écart de la prévention. L'équipe de Lille, elle est loin de celle de Marc, celle de la Madeleine. Et du coup, j'ai l'impression que c'est des services les uns à côté des autres, mais pas les services les uns au service des autres. Je pense que si le défi pour moi du FCP, en plus avec une nouvelle orientation, c'est complètement ce qu'on nous demande, c'est comment on va réussir à que tout ce beau monde-là y arrive. Tous ces services-là, ils soient au service, pas pour nous faire plaisir à nous, mais au service des gens qu'on accompagne. Comment, aujourd'hui, tu peux avoir un jeune qui reçoit l'atelier, qui fait un beau parcours, sans qu'il ait goûté à quelque chose du FCP, goûté aux autres services, et inversement. Du coup, mais comment on peut mettre tout ça au service des populations qu'on accueille? Je pense pour moi, c'est le défi, et c'est l'engagement qu'on doit prendre pour demain, voilà. Un peu un regret que je pourrais avoir, c'est peut-être que des actions d'éducation populaire, on en fait de moins en moins. Ça, c'est possible. Et qu'on doit, je pense que globalement, sur l'ensemble du FCP, on doit avoir cette dimension-là aussi en tête, que le service qu'on propose, c'est aussi dans le cadre d'une éducation permanente, comment aussi on remet des activités ou des actions au service de la population pour créer du lien, pour que les gens puissent analyser ce qui se passe autour d'eux, les espaces de parole, etc. Je pense que c'est notre rôle, c'est le rôle aussi du FCP. Et je pense que ça, tout service confondu, on l'a un peu perdu, on l'a un peu oublié en route. C'est pas les donneurs d'ordre, ils peuvent te demander une organisation qui est nouvelle, ils peuvent te demander de travailler sur des projets nouveaux. Sauf que moi, je dis tout le temps, c'est pas eux qui décident des gens qu'on a à s'occuper. Les gens occupés, tu les changes pas. Que tu changes les programmes, le public est en face, c'est toujours le même. Et quels que soient les programmes que tu proposes, quelle que soit ton organisation au sein de ta structure que tu proposes, les gens que tu auras en charge, ça sera toujours les mêmes. Du coup, généralement, on doit être, nous, les experts de la prise en charge des trucs. On doit adapter ce que
ce que les financeurs, ce que le département aujourd'hui nous demande, ou même la région par rapport à la formation, on doit l'adapter pour que c'est une cohérence par rapport au public. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi avec le public pour faire plaisir aux financeurs ou pour répondre à des injonctions. On doit, du coup, ça veut dire que notre base, on la définisse tous collectivement. On se dit, voilà, qu'est-ce qui fait notre métier, qu'est-ce que c'est notre mission, qu'est-ce que c'est d'accompagner aujourd'hui, pour qu'on ne se perde pas dans les nouvelles orientations. Et puis après, une fois qu'on a bâti un peu ces fondations, on se dit comment on intègre les nouvelles orientations et comment on les met au service des populations pour lesquelles on est. Parce notre boulot, on est payé pour eux, on n'est pas payé pour faire plaisir au département, on est payé pour rendre un service à la population qu'on accompagne. Et les comptes, alors que les comptes, on doit les rendre aux politiques. Mais en même temps, je veux dire, l'évaluation du travail, c'est la population qui te le font. Quand il y a le mec qui lui dit « Merci de m'avoir accompagné, c'est chouette, aujourd'hui j'avais rien, j'ai croisé encore ce matin avec Bertha de me présenter. En gros, il remercie Bertha de l'avoir accompagné, il va faire une formation qualifiante, ça fait quelques années qu'il galère. » Je lui dis « Mais notre satisfaction, c'est ça, c'est de se dire « Mais on t'accompagne des gens qui sont un peu dans la galère, et à un moment donné, ils voient le ciel bleu, et que tu dis... » C'est la valorisation, c'est ça notre boulot, c'est ça qu'on cherche tous. Et même nous, en tant que cadre, je veux dire, c'est sûr qu'il y a deux étages. Nous, il y a les professionnels et il y a aussi le public. Mais il ne faut pas qu'on perde de vue aussi qu'on est au service de professionnels qui eux-mêmes sont au service du public. Du coup, nous aussi, on est au service du public. Je connais bien la culture des clubs de prévention puisque j'ai été longtemps administratrice d'un club de prévention sur d'autres territoires, mais voilà, le FCP je ne connaissais pas. Alors je suis arrivée juste après le départ d'un chef de service ou d'un directeur, Guy Arnoux, qui effectivement m'avait envoyé, il savait que j'arrivais avec un petit mot sympa pour me féliciter pour mon arrivée, et puis en fait lui partait, donc puis j'ai appris quelques temps après malheureusement qu'il était décédé, mais c'était quelqu'un que j'ai connu en fait comme stagiaire éducateur ensuite, on a fait des formations communes et puis après il a grimpé, voilà. C'est malheureux pour lui, mais voilà, donc je connais le FCP depuis ce moment-là et j'ai des liens très forts avec le FCP, en particulier avec les chefs de service qui interviennent sur le quartier de Marc-en-Barœul, Virginie Blonsky, puisque on anime les GSE, donc les groupes socio-éducatifs ensemble, et je veux dire que ça me change d'avoir une femme en club de prév, parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même, et en chef de service encore moins, je pense, et puis je pense que son profil... en tout cas, son histoire professionnelle fait que je pense qu'on se retrouve bien en fait dans le travail qu'on peut mener ensemble. Même si on a des casquettes différentes, en fait, on a des valeurs communes. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui se passe bien et voilà, de ce que je connais du FCP, avec bien sûr l'organisation président, les territoires que ça comporte, l'atelier de préfaux, mais voilà, et puis aussi que quand même le FCP s'est historiquement installé sur Marc-en-Barœul grâce à son ancien président historique, et Monsieur Doge, hein, et dont j'ai fait connaissance quand je suis arrivée sur le territoire, et qui reste un militant passionné par ce qu'il fait, et, voilà, donc c'est quelqu'un de bien, et même si on peut ne pas toujours être d'accord avec lui, c'est quelqu'un de bien, et donc c'est un peu grâce à lui, je pense que le FCP est atterri sur Marc-en-Barœul. Voilà. La solidarité, c'est un vaste mot. Parce qu'en fait, il doit toucher tout le monde. La solidarité, elle démarre chez soi, elle démarre dans sa maison, avec ses voisins, avec ses collègues de travail. Et c'est quelque chose dont on met beaucoup l'accent aujourd'hui. Et je pense que on a perdu un petit peu cet aspect de solidarité parce qu'on est dans une société très individualiste et que c'est un peu chacun pour soi et Dieu pour les autres. Et donc, dans le temps, en fait, la solidarité, elle était peut-être plus présente qu'elle ne l'est aujourd'hui, même si on voit plein de choses avec les Restos du Cœur, etc. Avant, il y avait des solidarités qui étaient spontanées et qu'on n'avait pas besoin de solliciter. Je trouve ça un peu dommage. Bon, en même temps, en travailleur social de formation, je ne peux pas ne pas croire en la solidarité. Et quand on a besoin de moi, je suis toujours là, enfin, aussi bien mes voisins que mes enfants, ma famille ou mes collègues de travail. Donc pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Hein, donc, mais bon, pour moi, c'est presque intrinsèque. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire sur la solidarité, mais ça touche tout le monde. Et riche, pauvre, enfin, je veux dire, tout le monde a quelque chose à donner et à apporter à l'autre. Donc voilà, j'ai pas d'autres débats philosophiques à faire sur ce sujet, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est important qu'on le soit, solidaire, mais c'est dommage de devoir en faire tout un plat parce que ça devrait être spontané et naturel, entre êtres humains, voilà. Je pense qu'on s'est longtemps
concentré au niveau des clubs de prévention sur les trop grands. Alors je dis pas que les trop grands, il faut les laisser tomber, mais je pense qu'au plus tôt on intervient, au plus il y a de chances que le gamin, en fait, il saisisse la main d'un adulte, la parole d'un adulte, pour arriver à réintégrer, parce qu'au plus on attend, et au plus on laisse dévier en fait des trajectoires dites normales entre guillemets, parce que la normalité, bon voilà, c'est différent d'une personne à l'autre, mais quand même c'est plus difficile, parce que quand ils sont, c'est un peu quand on a ancré une habitude, c'est plus difficile de s'en défaire. La cigarette en est bien la preuve, par exemple. Mais et donc si on laisse un enfant oisif longtemps, dès la sixième il décroche, on va pas le récupérer, les parents ben ils sont préoccupés par d'autres choses et s'en occupent pas, au plus c'est pas quand il aura 18 ans ou quand il aura 20 ans qu'on va réussir à le remettre sur, enfin on peut, il y en a bien sûr, il y a bien sûr des réussites, mais je pense qu'on est plus accessible en fait à la parole de l'adulte quand on est jeune, et donc c'est plus à ces moments clés. Donc les 11-16 ans pour moi c'est vraiment un critère d'âge en fait qui paraît vraiment indispensable à ce que les clubs de prévention et le FCP donc sur Marc et sur les autres secteurs qu'il intervient en fait doit se centrer, parce qu'il y a quand même des gamins à 11 ans qui sont dans la rue le soir, etc. Bon voilà, je pense que c'est vraiment sur ces jeunes-là qu'il faut mettre le paquet, parce que c'est aussi les adultes de demain. Donc ceux qui ont 25 ou 30 ans, on dit encore que c'est des jeunes, bah oui, sauf que parfois ils sont parents et on dit encore que c'est des jeunes. Moi je suis pas, ils sont d'abord parents après que d'être des jeunes. Ils peuvent être de jeunes parents, mais quand on fait un enfant, c'est pas, on devient adulte d'emblée puisqu'on est responsable de son enfant. Donc il faut arrêter. Les éduques des fois ils ont du mal avec ça, ils disent encore les jeunes et ils peuvent avoir 40 ans que c'est encore un jeune quoi. Donc moi ça ne me va pas. Voilà. Alors, que fait un formateur ou un éducateur au FCP? Ben, il est censé accompagner les jeunes dans un parcours, je dirais, dans un parcours qui va mener le jeune ou vers des structures de droit commun ou vers un projet personnel qui va lui permettre de grandir ou en tout cas de s'épanouir en dehors des chemins qu'il a pris, qui sont parfois des chemins de traverse et qui ne sont pas toujours très légaux, ou en tout cas très source de bonne santé, hein, les produits toxiques, enfin, la drogue, etc. Ou les trafics en tout genre, ou en tout cas voilà. Et donc moi je pense que c'est vraiment être capable de mettre en place une relation de confiance, alors apprivoiser on va dire le jeune, pour le mener en fait vers les choses qui existent et qui pourraient être bonnes pour lui. Alors c'est sûr que les personnes doivent savoir elles-mêmes normalement ce qui est bon pour elles, mais parfois les jeunes ne s'en rendent pas vraiment compte. Parce que quand on dit à un jeune qu'il faut aller tous les jours travailler ou qu'il faut aller tous les jours à l'école et qu'il faut se lever, il y a des contraintes, mais je pense que même quand il y a des contraintes, il peut y avoir du plaisir au bout. Et donc c'est effectivement accompagner ces jeunes à parfois dépasser en fait les craintes qu'ils peuvent avoir du monde qui est très cadré, parce qu'ils sont du monde dans lequel on vit, pour effectivement plutôt aller vers des choses qui sont je me lève à l'heure que je veux, je suis avec mes potes, etc. Mais on ne peut pas vivre une vie entière comme ça, parce qu'il y a un minimum de règles à intégrer, et je pense que en tout cas pour vivre en société et pour faire société, et donc je pense qu'il faut que les éducateurs ou les formateurs, aussi bien ici que dans les clubs de prêve, dans les rues, en fait, accompagnent les jeunes vraiment à intégrer les structures de droit commun et leur promettre peut-être, alors c'est pas eux qui vont le promettre, mais en tout cas leur permettre d'avoir un avenir peut-être un peu meilleur que celui dont ils ne se rendent même pas compte qu'ils auraient en fait, parce que si c'est pour entrer et sortir de maison d'arrêt ou de choses comme ça, c'est pas franchement une vie, c'est plutôt déprimant qu'autre chose. Alors c'est vrai que peut-être se dire se lever tous les matins pour gagner 1 200 €, c'est pas la même chose, mais ça n'empêche que ça permet d'avoir un logement, que peut-être ça permet d'élever ses enfants, et que voilà, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant pour les jeunes, même si pour le coup, il ne le faut pas tout de suite. Il y a besoin, et c'est pas parce que je fais partie des départements, mais bien parce que aussi j'ai connu l'autre versant, la difficulté d'intégrer un cadre. Je pense que les éducs des clubs de prêve, à la fois, ils doivent
apprivoiser les jeunes qui sont un peu hors cadre aussi, mais eux, il faut quand même qu'ils acceptent un minimum de cadre. Et ça, des fois, rendre des comptes, c'est compliqué, parce que peut-être que, alors je sais pas, hein, peut-être que eux aussi, avant d'être éduques, ils étaient peut-être un peu borderline, et que du coup, j'en sais rien, mais parce qu'on fait pas travailleur social pour rien, hein, mais je pense qu'il peut y avoir de ça dans le truc, mais c'est vraiment important, en fait, au jour d'aujourd'hui, d'avoir des règles et de rendre des comptes. On a des responsabilités, et on a une responsabilité aussi en tant qu'éducateur de faire remonter des chiffres et voir si on est encore utile là où on est, et si on l'est moins à cet endroit-là, peut-être d'aller ailleurs, enfin voilà, et ça, d'en discuter avec ses supérieurs hiérarchiques, et ça veut dire pas que de la tchatch et pas que de l'oral, mais aussi de le prouver par écrit, quoi. On peut pas demander à un politique de se positionner ou à un chef de service de se positionner que sur la parole. Il faut avoir des billes et il faut pouvoir prouver ce qu'on fait. Enfin, c'est comme dans toute étude. On peut dire, bah, je suis aussi bonne que si j'avais une maîtrise, ou enfin maintenant on dit plus, on dit un master, mais si on n'écrit rien et qu'on le dit seulement, ça suffit pas, quoi. Vous avez des moyens que nous on n'a pas, d'approche des jeunes, et aussi des moyens autres, hein, des actions co, enfin des choses comme ça que vous pouvez mettre en place. Nous aussi, on peut mettre des actions co, mais c'est souvent pas auprès des jeunes des quartiers qu'on fait ce genre d'intervention. Donc c'est vraiment une plus-value, parce que nous, on peut vous apporter des solutions d'accueil provisoire, des choses comme ça pour un jeune, et vous, en fait, une autre façon de le prendre en charge. Donc franchement, c'est des plus-values, et c'est dans l'intérêt du jeune, quoi, donc, et de sa famille. Donc c'est vraiment, pour moi, fort intéressant, et ça devrait être partout comme ça, enfin, je pense, et pas qu'avec les clubs de prévention, on pourrait dire aussi des postes à IE2 dans les centres sociaux, etc. Enfin, tous ces gens qui travaillent autour d'une même population, il faut qu'ils travaillent ensemble, puisque de toute façon, on ne peut pas augmenter les moyens humains de façon infinie. On a des moyens qui sont limités. Donc, pour faire en sorte qu'ils soient optimisés, c'est bien de travailler les uns avec les autres dans l'intérêt des gens. Enfin, bien sûr, en leur disant, bien sûr, en échangeant. On n'est pas là pour dire les choses que les gens nous racontent. Enfin, voilà, on doit travailler dans l'intérêt des gens en respectant effectivement le secret. Enfin, le secret, en tout cas, on doit échanger que ce qui est important d'échanger autour des situations, mais c'est vraiment mettre nos moyens en commun pour optimiser, parce que tout seul, moi, je peux rien faire, et vous, tout seul, vous pouvez rien faire non plus. Enfin, je pense que c'est vraiment se mettre ensemble pour travailler dans l'intérêt des gens. Avant mieux que maintenant. Avant, les gens étaient étaient bien gentils. Maintenant, le monde est changé. Par exemple, moi, une fois, j'ai demandé à monsieur, par l'adresse, je vais y aller pour payer l'électricien. Alors, il m'a dit, ah, laisse-moi tranquille. Et il est encore jeune, hein, vers 40, 45. Après, moi, j'ai marché un petit peu, j'ai trouvé un monsieur, il téléphonait, hein. Il fait comme ça. Moi, monsieur, s'il vous plaît, je vais y aller payer l'électricité, je ne sais pas l'adresse. Il va avec moi jusqu'à la porte de l'électricité. Je l'ai payé l'électricité, j'ai sorti. Ça, bien gentil celui-là. Je l'aime bien. Il faut, tout le monde est bien gentil. Chacun, par exemple, moi, j'étais là, moi, bon, tu m'aimais. Comme ça. Tout le monde, il faut comme ça. Comme une fleur. Oui. Tout le monde est bien gentil. Si tout le monde est bien gentil, le monde va tout bien. Mais il y a des biens, il y a des mauvais. Oui. À chacun, maintenant, le monde, c'est pas comme avant. À chacun, il fait comme il faut. Comme la jeunesse de maintenant, ça va pas. Ils sont pas corrects. Avant, oui, avant, les enfants étaient bien. Moi, j'ai maman, excusez-moi, parce que maman, que j'ai rentré ici à la France, j'ai trouvé les femmes et fait la robe jusqu'à là. Et fait la fauna. Mais maintenant, excusez, maintenant, les femmes, elles vont avec le pantalon resserré. Pour nous, par exemple, par notre religion, ça n'existe pas. Le pantalon très serré sur le cul, par exemple, ça, c'est pas bon. Alors,
Moi, je suis arrivée au Collège Rouge-Bar il y a déjà un certain nombre d'années. Et en fait, on travaillait, enfin, il y avait des habitudes qui étaient prises avec le club de prévention de marque. Donc, les éducateurs venaient régulièrement. Et petit à petit, on a appris à travailler ensemble, on a appris à se connaître. Et c'est vrai que maintenant, automatiquement, dès que des élèves arrivent au collège, dès qu'on se pose des questions un petit peu sur leur attitude, sur leur comportement en cours, sur les difficultés qu'ils peuvent avoir, bah, automatiquement, je pense au FCP, aux éducateurs, parce que je sais qu'ils sauront me trouver une solution, qu'on va pouvoir travailler ensemble, qu'ils vont pouvoir éventuellement aller dans la famille, ce que moi, je ne peux pas faire. Et c'est vraiment un sacré relais entre le collège, la famille et les élèves. Et pour ça, je trouve ça vraiment merveilleux parce que même si on travaille avec des partenaires au sein du collège, avec les éducateurs, l'expérience et la relation est complètement différente pour nous, pour les élèves et pour la famille. Ça permet de s'introduire dans la famille, au sein du milieu familial de l'élève et d'avoir une relation complètement différente. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment génial. Un éducateur au FCP, il accompagne des jeunes qui sont, alors le grand mot c'est en difficulté, mais qui ont besoin d'un adulte pour retrouver l'estime de soi et retrouver un sens à l'avenir tout simplement. Voilà. Changer rien, donner plus, créer plus d'ateliers pour accueillir plus de jeunes qui en ont besoin. Ça, c'est sûr. Mais je ne changerai rien. Le partenariat et les relations que les éducateurs, que le FCP peut avoir avec les jeunes sont d'excellente qualité. Il faut juste un peu plus de temps et de place pour les jeunes. Un partenariat plus important avec l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'au niveau les ateliers qui existent au FCP, hormis l'atelier scolaire, sont intéressants parce qu'ils permettent pas aux jeunes de trouver sa voie forcément tout de suite, mais l'estime de soi, la confiance pour pouvoir aller plus loin, oui, ça c'est important. Alors après, il y a l'encadrement, oui, au niveau scolaire, parce qu'un jeune qu'on retire d'un établissement scolaire a besoin d'un accompagnement individualisé pour se remettre dans les rails, je veux dire. La solidarité, c'est ce que je voudrais voir se développer un peu plus au quotidien. La solidarité, c'est un vrai, pour moi, c'est un vrai partenariat fondé sur la confiance entre toutes les personnes qui interviennent sur un projet. Et pour les jeunes, nous on parle d'élèves, on parle de jeunes, et moi c'est ça que j'attends, que les choses ne se fassent pas ponctuellement ou dans une salle de classe fermée sans qu'on puisse partager. Solidarité, il faut qu'il y ait un partage, un échange et un partage pour moi, à la base. J'ai entendu parler de FCP quand je suis arrivée dans la métropole lilloise, donc en 2013. Le collège où j'étais à cette époque-là travaillait un petit peu avec le FCP et je n'y ai pas trouvé mon compte à ce moment-là. Parce que je n'avais pas justement, je n'avais pas suffisamment d'échanges avec les personnes qui étaient dans la structure. Et je restais sur ma faim quand je récupérais les jeunes, notamment un jeune. Je me souviens qu'un jeune a séjourné au FCP. Et puis j'ai quitté le collège où j'étais à ce moment-là. Je suis arrivée au collège de la Madeleine et là j'ai de nouveau trouvé une équipe, en tout cas, une équipe au niveau de la Madeleine, les éducateurs de la Madeleine que j'ai rencontrés en premier. Après Virginie, et moi il m'a été proposé d'apporter voilà, ma petite contribution au projet pour que l'agrément éducation nationale soit donné. Et ça, alors c'est pas une anecdote, mais au départ le FCP, pour moi, si j'avais parlé comme des élèves, j'aurais dit bof, ça sert à rien.
franchement. Franchement, quand je suis arrivée, voilà, je n'y voyais pas vraiment d'intérêt et je disais, oh là là, on fait du bricolage. Actuellement, c'est plus du bricolage. C'est du solide et on sait, enfin, je pense que toutes les personnes qui travaillent, enfin, qui sont autour de moi quand je suis au comité, savent pourquoi elles sont là et c'est important. Elles savent qu'elles sont là pour les jeunes et c'est pour ça qu'on a avancé depuis. Je l'imagine avec des ateliers tels qu'ils existent actuellement, mais avec davantage d'éducateurs, parce que je crois qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et davantage de jeunes accueillis et avec des projets individualisés pour chaque jeune. Mais moi, ce que je vois quand même, ce sont les réussites. Et même si on ne donne pas du travail aux jeunes qui sortent du FCP parce que ce n'est pas le but, on a quand même de belles réussites et avec des jeunes à qui on redonne de la confiance pour construire leur avenir. Donc moi je verrais, oui, des locaux plus grands. Et non, mais sérieusement, on n'est pas en train de rêver pour que ça fonctionne, c'est ça, et avec oui, davantage de monde pour venir en aide rapidement aux jeunes, pour intervenir avant les grosses difficultés. Parce que certains des jeunes qu'on accueille sont déjà en très grande difficulté et on aurait pu peut-être se pencher sur leur avenir avant. Voilà. Bien, je pense qu'il faut rêver que le FCP n'existe plus, que les jeunes n'aient plus besoin d'accompagnement. Et c'est un rêve, j'espère qu'il deviendra réalité. Alors pour moi, la solidarité, c'est de s'aider mutuellement et puis de se comporter face aux personnes qui sont justement en situation précaire de la façon dont on aurait aimé être traité. La première chose que je ferais, c'est lorsqu'on rencontre un jeune en difficulté, bon, c'est bien entendu de cerner ces différents problèmes, mais ensuite de mettre autour d'une table toutes les entités qui s'occupent des jeunes, c'est-à-dire éducation nationale, justice, police éventuellement, les mairies et les éducateurs, pour essayer de trouver ensemble une solution. Solution qu'on ne trouvera pas obligatoirement, mais au moins on aura essayé ensemble de trouver une solution aux jeunes. Sur une action qui a été mise en œuvre sur Marc, réhabilitation avec un travail sur une fresque. C'était vraiment un projet local de territoire qui a été mis en œuvre sur un quartier prioritaire sur Marc-en-Barreuil. Vous avez senti une adhésion forte des jeunes, du public qui adhérait à cette action. Également une adhésion forte des encadrants qui accompagnaient ces jeunes. Et le résultat, la fresque était magnifique puisque j'avais pu assister ce jour-là à la présentation de la fresque. Donc un souvenir très récent et une très belle action initiée par votre association. Bah, déjà, je dirais que de mon point de vue, les deux sont un peu liés parce que on est dans une démarche éducative de transmission de savoir avec peut-être, je dirais, des capacités en termes de pédagogie plus affirmées du côté du formateur. Et puis, du côté de l'éducateur, par contre, on est plus sur l'accompagnement individualisé. Voilà, je dirais que c'est un peu les différences, mais dans les deux cas, finalement, la finalité est la même, puisqu'on est on est au cœur du travail social, dans l'accompagnement individualisé des personnes, hein, et des jeunes en particulier. Voilà, donc en tout cas j'espère que le FCP continuera à exister contre vents et marées dans un contexte national et qui n'est pas facile. Mais je pense que, en tout cas, de manière générale, l'éducation spécialisée va évoluer.
Vers comment elle va évoluer, vers quoi, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que ça restera, parce que je pense qu'au niveau du rapport à l'humain, on aura toujours besoin finalement, quel que soit le contexte, d'avoir une forme de prévention spécialisée. Alors, je ne veux pas être alarmiste. Il y a Prévention actuellement, ça résonne avec beaucoup de choses. Hein. On parle bien évidemment d'éducation, mais de radicalisation. Actuellement, c'est une thématique forte au niveau des politiques publiques. Hein. Il y a quand même de grosses problématiques avec finalement des solutions qui sont avec des expérimentations qui aujourd'hui ne portent pas forcément leurs fruits. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Et là, finalement, on a essayé pas mal de choses et on en revient un petit peu aux fondamentaux, c'est-à-dire on en revient aux travailleurs sociaux, on en revient aux enseignants également, pour essayer justement de prévenir les risques de radicalisation. Donc voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit actuellement.